Sur ce plateau, Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour, chers confrères, bonjour à toutes et à tous, bonjour, chers téléspectateurs. Sans transition, comme le dit souvent Alain Alou, à la une du quotidien Fraternité, remaniement technique entre deux ministres. Un autre quotidien, quand même, parle de sanctions ou véritablement choix stratégique. Adrien Tchomakou. Morel Lagua, il faut dire que Patrice Talon a procédé à un remaniement technique. En fait, beaucoup le savent, il y a une différence entre un remaniement ministériel et un remaniement technique. Il s'agit ici d'un remaniement technique, encore que je parlerai plutôt d'un remaniement technique mineur, parce qu'il n'y a pas un jeu de chaises musicales. Les ministres sont toujours, les ministres concernés, bien sûr, puisqu'il s'agit de deux ministères, ces ministres concernés sont toujours maintenus à dans leur département ministériel. Seulement que ici... Je ne vous arrête pas, il faut qu'on explique la chaise musicale. Ça dit que la chaise musicale, c'est que, par exemple, Agbenonchi passe carrément au ministère des Finances. Tout à fait. Et le ministre des Finances vient au ministère des Affaires Tout étrangères. Donc, il n'y a pas de chaise musicale. J'ai vu des gens écrire qu'il y a eu chaise musicale. Pas du tout. Il n'y a pas de chaise musicale. Il y a passation de portefeuille. Ça dit que transfert de portefeuille. Très bien. Voilà. Bon. Vous avez déjà tout expliqué. C'est juste transfert de portefeuille. Et en la matière, c'est quoi? C'est que désormais, nous avons, selon les explications du gouvernement, nous avons du secrétaire général du gouvernement, je parle de Ouahaourou. Oui, Ouahaourou. Il a été clairement dit dans le communiqué rendu public que désormais, nous parlerons seulement du ministère des Affaires étrangères. Le pan coopération a été enlevé. Ce pan coopération enlevé a été affecté au ministère de l'économie et des finances. Seulement que ici, dans le cas d'espèce, le mot coopération ne figure pas dans la dénomination du ministère de l'économie et des finances. On ne va pas ajouter coopération? Non, ce n'est pas ajouté. Si vous lisez le communiqué, ça ne s'ajoute pas. Donc on ne dira pas ministère des Finances et de la coopération? On dira toujours ce qu'on disait, c'est-à-dire concernant le ministère de Wadaï, c'est qu'on parlera toujours du ministère de l'économie et des finances. Adrien Tchomakou, allons dans la coopération. La coopération, en fait, c'est la partie qui permet de signer des accords de finances, les dons, tout à fait. Et tout ça là. Donc il s'agit il s'agit du blé. Du blé. C'est de l'argent. D'accord. D'accord. Donc, la coopération passe du côté des finances et est muette. Tout à fait. Voilà. En réalité, c'est quoi? C'est que, dans le cas d'espèce, si vous suivez un peu tout ce qu'on met dans coopération, où vous venez d'énumérer quelques-uns, c'est que c'est surtout le côté finance qui intéresse ici. D'accord. Et Patrice Talon, les accords, les ratifications, puisque quand vous ratifiez, bon, il y a ratification de ratification. Oui, en fait, on ratifie les trucs. Mais concernant les finances, la diplomatie fait son travail pour l'étranger, c'est la diplomatie, c'est ça, c'est toujours maintenu au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais le pan coopération a été rattaché au ministère de l'économie et des finances pour que le ministre, selon moi, ça ce n'est pas le gouvernement qui le dit, mais quand on fait une analyse profonde, c'est que désormais, le ministre Wadaï, auréolé bien sûr, aura un œil direct sur tout ce qui est finance à l'étranger. D'accord. Lorsqu'on parle de la mobilisation des ressources, encore que le Bénin vient encore de décrocher 40 milliards, à l'étranger, tout ça, c'est une très bonne coopération qui nous amène ça. Certes, la diplomatie est au cœur de tout et toujours gérée par le ministre Agbenonchi, mais il faut qu'en matière de ratification, ça porte directement la signature de M. Wadaï. Encore que, en tant que ministre des Finances, encore que par le passé, sous les autres ministères, c'est comme ça que ça se passait. Ah bon? Oui, oui, oui. C'est comme ça que ça se passait. Le Patrice Talon a juste amélioré ce qu'il avait construit. D'accord. Donc, il n'y a pas, c'est pour ça que moi je parlais donc, tantôt. Tel que Matin Libre le dit, est-ce une coopération
Est-ce un choix stratégique ou une sanction? Donc on ne peut pas parler de sanction. Il n'y a pas de sanction, aucun ministre n'a été sanctionné, les ministres travaillent correctement et vous voyez la diplomatie offensive. Là c'est le chef du gouvernement qui parle là maintenant. Non, pas du tout, c'est le petit Adrien Tchoumakou. Donc c'est pour dire que Agbenossi est toujours plein dans son rôle, il doit continuer à donner plus de vivacité à notre diplomatie. Et s'occuper correctement des ambassades. Et s'occuper correctement des ambassades. Quand il y a problème à l'extérieur, si les Béninois ont des difficultés à l'extérieur, il répond très rapidement et que tout se passe correctement. Mais quand il s'agit de l'argent... on laisse le soin à Wadaï pour que les choses évoluent correctement. Merci à Donc je pense qu'il n'y a pas encore... ces clarifications. D'abord, cette clarification est importante. Donc il n'y a pas de sanction. Non, il n'y a pas de sanction. Bon, en tout cas, c'était une interrogation. Oui, tout à fait. Le journal Matin Libre a raison de s'interroger. Parce que parfois, il y a anguille sous roche. Tout à fait. Quand on ne comprend pas quelque chose, on demande. Et je pense que les auteurs de cet article ont compris à travers ma petite explication qu'il n'y a pas de sanction et il ne peut même pas avoir de sanction. Il devait avoir des sanctions, c'est que Agbenossi serait sauté du gouvernement. Là, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il doit avoir un problème. Mais ici, je pense que c'est juste... tel que je l'ai dit, un remaniement technique mineur. Il n'y a même pas de jeu de chaises musicales. Et puis bon, la vie continue. Et puis la coopération qui devient muette me dérange un peu. Normalement, si on la passe au ministère des Finances, on doit pouvoir dire le ministère des Finances, de l'économie des finances et de la coopération extérieure ou coopération internationale. En réalité, c'est parce que les Béninois étaient habitués au mot coopération de l'autre côté que nous voyons la chose ainsi. Sinon, quand on parle du ministère de l'économie et des finances, vous savez qu'on ne peut pas parler des finances publiques sans faire appel au ministre concerné. Donc, moi, je pense que c'est juste quelque chose qui devrait se faire depuis, et puis bon, ça a été juste ajusté. C'est un ajustement. C'est un ajustement gouvernemental et je pense que Patrice Talon peut à tout moment ajuster puisqu'il dit pour le moment qu'il ne fera pas un remaniement ministériel. Donc, les remaniements techniques peuvent venir à tout moment. En tout cas, tout à l'heure, on va suivre l'article 38 de la Constitution qui concerne les affaires étrangères pour mieux savoir en quoi se résume la mission du ministre, le ministre Agbenossi. La Constitution l'a mentionné dans l'article 38. On va suivre ça tout à l'heure. Si vous faites un feedback, dans les archives, vous devez voir, entre-temps, il y a au moins 8 ans, et à New York, Kwame Couché, l'ex-ministre de Yayi Boni, Kwame Couché et Yayi Boni, ainsi que l'ex-ministre des Affaires étrangères, étaient allés signer le compact de Millennium Challenge et Compte. Qui a posé sa ceinture? C'est Kwame Couché en ce temps. En tant que ministre des Finances. En tant que ministre des Finances. Là, c'est la coopération, ça. Mais le ministre des Affaires étrangères a joué tout le rôle, a bien fait son travail. Il fait tout le travail. Il fait tout le travail, mais celui qui a posé sa signature, qui signe, c'est le ministre de l'économie et des finances. Et ça se passe aussi sous Patrice Talon. Pour toutes les ratifications financières, c'est le ministre Wadaï qui a posé sa signature. Je ne sais pas si le journaliste de la télévision nationale a posé la question au secrétaire général hier, mais est-ce que ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères va continuer par faire le lobbying, le management en ce qui concerne la coopération, et quand les accords, le moment va arriver pour les accords, le ministre des Finances va signer, ou bien c'est le ministre des Finances qui va maintenant faire le lobbying par rapport à la coopération, par rapport à tout ce qui est demande de fonds, soutien de fonds et tout ça. Donc, j'explique. Le lobbying que fait le ministre... Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je t'ai bien compris. Le lobbying que fait le ministre des Affaires étrangères est attribué directement à la diplomatie. C'est ça, en réalité. La coopération,
c'est entre 2 ou plusieurs États. Mais le mot diplomatie est plus élevé dedans. En réalité, dans coopération, il y a diplomatie. Donc, ce qui concerne les finances, c'est ce portefeuille qu'on a juste attribué au ministre des Finances. Je suis d'accord. Le ministre Wada et le ministre Agbenossi doivent toujours continuer à jouer convenablement sa partition. Voilà. Et si tout est bon, pour allez, la signature, l'autre ministre prend le relais. L'autre ministre qui prend le relais. C'est un peu ça. Très bien, d'accord. Alors, on va rester à la une de Fraternité qui parle de coût spécial des affaires foncières, des décisions justes. C'est la grosse attente des populations. Au cours de la semaine, j'ai vu un autre journal quand même qui s'interrogeait sur le fait que le choix porté sur le magistrat, c'est un magistrat ou le... c'est un magistrat. Est-ce que ce choix-là vraiment pourra régler les problèmes concernant la mafia foncière au Bénin? Mais aujourd'hui, Fraternité parle de décisions justes, la grosse attente des Béninois. Est-ce que vous avez des craintes? Pas du tout, non, pas de crainte. Vous savez, un magistrat, c'est un magistrat. Vous pensez qu'un magistrat peut être quelqu'un à qui on peut reprocher quoi? C'est un magistrat, c'est d'abord quelqu'un qui est propre, qui est bien qualifié, qui ne peut rendre que des décisions vraies et justes. Qui ne peut? Oui. Qui rend. Qui ne peut? Vous n'avez pas dit qui rend. Hein. Ah oui. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire le magistrat choisi, il est le bienvenu. Je pense qu'il fera correctement le job. Encore que, vous avez vu Fraternité... Et pourquoi il y a des inquiétudes? En réalité, quand vous lisez l'article, nous ne pétanquons pas comment le magistrat, le président de cette cour spéciale. Pas du tout. Vous rappelez les attentes. On est en train de rappeler les attentes. Ouais. Vous savez, la mafia foncière a la peau dure. D'accord. Et vraiment, avec ce que nous voyons dans le pays, avec ce qui s'est passé avec les dossiers qui se trouvent sur les tables, les bureaux des tribunaux et cours, nous nous posons la question de savoir si dans la zone de compétence de cette juridiction, de cette constitution spéciale, est-ce que les populations peuvent être vraiment satisfaites? La satisfaction, ce n'est pas en réalité dans le fond de la décision. Mais ce que nous disons aussi, c'est qu'il est souhaitable que tant qu'une décision est rendue, il faut que les gens soient soulagés. Il faut que ceux-là qui ont porté plainte ou ceux accusés même savent qu'effectivement, c'est la sentence, c'est la meilleure sentence. Nous ne remettons pas du tout en cause l'expérience de ce magistrat, le magistrat qui gère désormais cette cour spéciale. Et si vous lisez l'article... magistrat Fatendé, oui, Fatendé. Nous avons juste ressorti les propos du président de la Cour suprême qui lui a rappelé certaines choses. D'accord. Et si vous lisez l'article, M. Adosso, président de la Cour suprême, disait que toute la population béninoise fonde son espoir sur lui, puisque d'abord, il est le premier magistrat qui occupe ce poste, cette cour spécialement créée. C'est lui qui, je ne vais pas dire, qui déviège donc le siège. Donc, il doit tout faire pour rendre heureuse les populations à travers cette décision. Adosso, magistrat de haut niveau, demandait à son homologue de rendre des décisions justes et crédibles. C'est vrai, tout magistrat rend des décisions justes et crédibles, mais c'est juste un rappel, puisque c'est lui qui est le patron des magistrats. Il lui a rappelé certaines règles sacro-saintes de leur corporation. Et Fraternité, un journal de référence, a relayé cette information en habillant un peu
et demander effectivement que cette volonté du président de la Cour suprême soit une réalité. D'accord. C'est ce qui nous amène à placarder en manchette ce que vous voyez, ce que vous lisez. Et on demandait que l'attente, la grosse attente des populations, c'est bel et bien des décisions justes et crédibles. Donc, nous ne remettons pas du tout en cause. Non, je n'ai pas dit que vous remettez en cause. J'ai juste dit si c'est votre souhait, s'il y a des inquiétudes. Bon, ouais. Vous avez répondu à ma question. En réalité, c'est vrai, j'ai lu, c'est un journal parce que la mafia, vous l'avez dit, la mafia foncière, la peau dure, et puis les barons de la mafia foncière sont prêts à Monsieur Moril, est-ce que vous savez qu'un élève à nous qui a payé sa parcelle, construit un immeuble depuis 18 ans, il a construit l'immeuble depuis 18 ans. 18 ans? Oui. L'enfant ou le petit-fils du propriétaire se lève maintenant pour dire que non, que le prix auquel on a vendu, qu'on ne lui a même pas vendu cette parcelle. Une parcelle sur laquelle le journaliste a érigé son immeuble depuis 18 ans. Vous voyez ça? On ne lui a pas vendu ça. On ne lui a pas vendu ça. C'est ce mais que maintenant, quel est le problème du petit-fils, même si on ne lui a pas vendu ça? Donc, on attend de voir. Je pense que avec cette cour spéciale... Il veut dire qu'on lui a donné la parcelle, qu'on lui a offert la parcelle, qu'on ne lui a pas vendu. Donc, je pense quand même que les gens doivent savoir qu'avec cette Fatinde, ou bien Fatinde, il s'appelle... Non, c'est Fatinde. Fatinde, avec Fatinde, que Fatinde... Les sanctions de Fatinde, pour ceux-là qui connaissent bien Fatinde, ces sanctions sont plus sévères que Mario Metonou. Ah bon? Ce n'est pas affaire de 20 ans qu'on donne à la grillette. Lui là. Vous nous informez, Adrien Tchebakou. Moi, je le connais personnellement. D'accord. Alors, le matinal. On va passer à la une du quotidien, le matinal, Marcel. Et puis, les géomètres sommés de déposer les documents de lotissement plus tard le 14 avril prochain. Voici encore un autre réseau de mafieux. Certains géomètres délicats qui vendent des parcelles. Est-ce que le géomètre a compétence à vendre des parcelles d'autrui? Le géomètre aujourd'hui pense que du moment où c'est lui qui a loti la zone, ou c'est lui qui a ce marché, qu'il a cette prérogative de vendre ou de triander ou de vendre parallèlement des parcelles. Oh, vous n'êtes pas propriétaire terrien. Et on crée des numéros fantaisistes, on passe par tous les moyens, des numéros bizarres. Est-ce que Fraternité a effectué une enquête sur le sujet une fois? Vous savez que Fraternité, c'est la référence des organes de presse. Fraternité a fait une enquête en bonne et due forme, publiée. Et c'est d'ailleurs ces enquêtes de Fraternité qui ont amené le gouvernement à un moment donné à demander la suspension des travaux des géomètres sur tout le territoire national. Ça, il faut que je vous le rappelle. Mais la mafia foncière, les géomètres sont complices. Disons-nous la vérité. Les géomètres vendent les parcelles d'autrui. Et quand les gens se plaignent... Pas tous les géomètres. Pas tous les géomètres. Tu as dit, tu sais, il y a toujours des brebis galeuses. La mafia existe. La mafia, c'est-à-dire... Lorsqu'ils finissent les lotissements, il reste ils n'en terminent même pas, ils ne finissent même pas avant même qu'ils ne commencent, avant que le lotissement ne démarre. Lorsqu'on pousse, dès qu'on commence par recaser les gens, on recase de faux numéros, c'est la mairie en réalité qui doit vendre des numéros. Et pourquoi le ministre demande de déposer les documents? Il faut que les gens déposent très tôt les documents pour qu'il y ait une enquête commodo-incommodo, pour que le ministre du cadre de vie et le ministre de la décentralisation se mettent ensemble pour planifier le développement dans certaines zones. C'est de ça qu'il est la question. Il faut très rapidement que les gens déposent. Il faut qu'ils déposent afin que un comité ou une commission soit mise sur pied pour aller contrôler l'authenticité, la véracité de ces documents. C'est de ça qu'il est la question. Donc, il faut que les géomètres aillent déposer.
On a vu des géomètres sont allés en prison et les géomètres iront toujours en prison parce que malgré les actions de lutte contre la corruption, les actions de lutte contre la mafia foncière, les gens vont toujours continuer à voler, à triander. Seulement que ce qui est bien, sous Patrice Talon, sous la rupture, c'est que la sanction est sévère. Il n'y a plus l'impunité ne règne plus en maître d'or comme il y a quelques années dans mon cher beau pays, le Bénin. Je pense que les gens comprennent de jour en jour qu'il vaut mieux faire attention avec la chose publique que de se jeter là-dessus et de l'exploiter tel qu'on ne doit pas l'exploiter. Très bien. D'accord. On va finir par ce qui concerne la santé des femmes maintenant. C'est Dabarou qui en parle, suivi des grossesses. Un exercice important. Il n'y aurait pas bon nombre de femmes. Est-ce que c'est par négligence? Est-ce que c'est par méconnaissance? Est-ce que c'est par ignorance? C'est le lieu de se poser cette question. Une grossesse, ça se suit. On ne va pas à une première consultation prénatale et puis on déserte le forum. Monsieur Boril, vous savez que malgré, en dépit des actions juridiques, des actions salutaires posées par le pouvoir central, par le gouvernement, il y a toujours des gens qui ne veulent pas saisir les opportunités. Regardez les lois, les différentes lois, les nombreuses lois votées pour rehausser l'image de la femme au Bénin. Quand vous prenez la loi, par exemple, sur l'avortement, la loi, il y a plusieurs lois qui donnent plein pouvoir à la femme aujourd'hui. Nos députés à l'Assemblée sont même jusqu'à aller voter une loi qui permet aujourd'hui à la femme, une fois qu'elle accouche, elle peut donner, avec bien sûr consentement de son époux, son nom à elle, à son enfant. Donc on leur a donné trop de facilité, trop de largesse, mais les femmes ne saisissent pas les opportunités. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est bon sur terre, pour toi en tant que femme, d'avoir un enfant, d'avoir même des jumeaux. Mais, et quand tu tombes enceinte, pourquoi ne pas t'occuper de cette grossesse? C'est vrai qu'il y en a toujours des femmes qui pensent que c'est l'homme qui leur fera tout. Et dès qu'elle tombe enceinte, on attend toujours de l'argent de la part de cet homme avant d'aller faire une petite consultation, avant d'aller à l'hôpital. Ça doit être... c'est la norme. Sinon comment écoutez, comment on ne va pas attendre l'argent de l'homme pour aller à la consultation? Et si la femme n'a pas de l'argent? Écoutez, c'est-à-dire, il y a plusieurs hypothèses. Oui, mais je dis si la femme n'a pas de l'argent. Elle ne peut qu'attendre. Non. Il y a certains hommes, pour eux, c'est de placer et de partir. Le reste ne les intéresse pas. En cause ce que vous dites. Premièrement, je reconnais que c'est l'homme qui doit remettre de l'argent à la femme. C'est le moment d'interpeller les hommes et de leur dire que quand ils placent là, de savoir qu'ils doivent rester derrière pour que la femme aille en consultation. Qui a accepté avant que la grossesse ne vienne? Qui a accepté? Oui. C'est les deux? Non. C'est les deux? Comment ça? Écoute, d'abord, c'est la femme qui connaît son organisme. Comment ça? Toute femme, fut-elle petite, fille, jeune dame, c'est elle qui accepte avant de tomber enceinte. Avec toutes les précautions aujourd'hui. Elle accepte quoi? Qu'elle ne accepte rien. Avec tout ce qui a comme technique de contraception. Et la femme... Il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas. Écoutez, c'est ce que je te dis. Si tu ne supportes pas, il faut t'abstenir. Ah bon? Mais pourquoi ne pas faire l'abstinence? Ah bon? Ah oui. Une femme mariée fait l'abstinence. La femme mariée. Si tu es marié là, c'est pour trouver d'enfants que tu es venu chez ton mari, non? Si ton papa est en main, tu ne trouves pas à manger. Papa ne te donne pas à manger. Donc, si vous ne voulez pas tomber enceinte, n'approchez pas des hommes. C'est très simple.
Maintenant, Mais après, il faut que les hommes aussi suivent la grossesse avec les femmes. Écoutez, tu ne me laisses pas parler. Non, je te laisse parler. Vous accusez les femmes alors que les hommes ont leurs responsabilités. Je vais te dire ceci. Vous devez vous poser une question. Pourquoi des femmes, excusez-moi, folles, des folles tombent enceintes? Ah oui, des folles tombent enceintes, elles gardent leur grossesse, elles font l'enfant. Elles ne vont pas à la consultation. Ça, c'est un autre monde. En grosso modo, ce que nous, hommes, nous devons aussi savoir, nous devons nous occuper correctement de nos femmes. Nous devons nous préoccuper de la santé des filles. C'est maintenant que vous parlez. Il n'y a pas question que la femme, que l'homme du moins ne s'occupe pas correctement de sa femme. Encore que, écoutez, c'est pour ça que je dis que les femmes ont tous les atouts. Si vous dites ça, je serai d'accord avec vous. Pourquoi il y a la police dans un pays? Pourquoi il y a la justice dans un pays? Les termes sont clairs. Si la femme voit, elle constate que son mari ou son homme qui l'a approché sexuellement ne veut pas s'occuper d'elle, elle va porter plainte. Ah oui! Elle va porter plainte. Elle va porter plainte. Vous voulez encourager les femmes à... C'est la moindre des choses. Et si on enferme leur mari, vous allez vous occuper d'elle? Pas du tout. C'est très rare. Pourquoi vous leur dites d'aller porter plainte? C'est créer un autre conflit. Non, si vous portez plainte contre votre mari, c'est un autre conflit dans le foyer que vous créez. Je te donne un exemple. Vous ne pouvez pas communiquer avec votre épouse, moi, échanger avec... L'épouse n'a pas des comment on dit, chefs de famille, vous aussi, vous ne pouvez pas vous asseoir et échanger. Et c'est plainte qu'il faut porter. Donc, c'est ce que vous voulez demander les femmes à faire maintenant. Je vais te donner successivement. C'est ce que vous voulez demander aux femmes à faire maintenant. Je donne successivement 3 exemples. Moi, j'ai une soeur. Ma soeur, je parle d'elle, elle m'écoute, elle suit, si je ne mens pas. L'homme aussi ne ment pas. Ils ont 2 enfants. Le couple a 2 enfants. Le monsieur a abandonné, écoute bien, a abandonné les 2 enfants à la charge de ma soeur. Bon, ma soeur s'est énervée, elle dit qu'elle ira porter plainte. Elle dit non, on va porter plainte. L'homme va revenir. Ça fait 3 ans déjà. 3 ans, c'est moi qui paie la scolarité des enfants. C'est moi qui les nourris. Notre chef de famille a appelé. On a appelé l'homme. Viens, on va parler. On ne le trouve pas. Finalement, je te dis, l'homme en question là, moi j'ai compris finalement pourquoi il avait fui ma soeur. Parce qu'en ville, il a enceinté 7 personnes. Tu vois ce que je dis? Il a enceinté 7 personnes et il n'en peut plus. Le débat est colo. C'est ça les gens sont en train de te développer. C'est quoi? Bon, tu veux que... Il a enceinté 7 personnes au dehors. Donc, lui-même, il a analysé, il s'est dit que, bon... ça là, c'est un distributeur automatique. Que Tchomakou Adrien peut nourrir ses enfants. Et tu veux qu'on convoque celui-là? Moi, j'avais voulu qu'on le convoque. Encore que les tests, nous sommes dans un état de droit, et si quelque chose ne va pas, convoquer quelqu'un, d'abord même interpeller quelqu'un, ça n'a encore rien à voir de très grave. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Mais bon, chez nous, on pense ça mal. On dit que quand tu convoques quelqu'un et que c'est la fin du monde, ça veut dire que celui-là veut me tuer. Non, c'est des histoires. Il faut aller. L'autorité compétente doit vous écouter. Convoquer quelqu'un ne veut pas encore dire de le jeter en prison, de l'arrêter. Non, pas du tout. Sinon, les citations directes que nous recevons, et on va au tribunal, on va s'expliquer au procureur. Parce que nous, journalistes, pour un délit de presse, on doit répondre. Moi, je dis toujours quelque chose. Nous posons des actes, nous allons poser des actes. Nous allons toujours poser des actes, mais nous devons avoir le courage de répondre de nos actes. De les assumer. C'est de ça que Adrien Tchomakou, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté ce matin à la rubrique analyse et commentaires.